l'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile parce que le vent est tombé. Rêveurs audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Et si demain n'était pas foutu? Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez Dites à l'avenir que nous arrivons, le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Frédéric Lopez, journaliste, animateur à succès, élaborateur de concepts originaux et surtout inlassables voyageurs en terres inconnues. Bonjour Fred. Salut. Notre moment ensemble se divise en 3 temps. Une conversation sur l'époque, une expérimentation que tu proposes pour hâter la métamorphose du monde, et un voyage dans le temps, en 2040, une uchronie dans le futur, histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. C'est peu dire en ce moment s'il y a une défiance des médias. Et toi, en tant que journaliste, tu es confronté de plein fouet, autant vis-à-vis de ce qui est dit qu'envers celles et ceux qui y parlent. Eh bien moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que j'ai travaillé avec toi sur une émission 1001 vies où tu m'avais invité à chroniquer des nouvelles du monde qui arrivait. Et j'y ai vu ta sincérité à l'approche de la personnalité des gens. J'ai vu le soin que tu mets pour mettre bien. Et j'ai vu l'amour que tu as du travail bien fait. J'ai confiance en toi parce que je t'ai croisé à Delft, je t'ai croisé en Angleterre, au Schumacher College, ou encore à Millemont, au cœur des sujets que tu veux traiter. J'ai confiance en toi parce que même étant l'un des animateurs préférés des Français au cœur du système, tu es conscient de la responsabilité des médias en les interpellant souvent avec cette sentence « médias, témoins ou acteurs », sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors Fred, la première question d'ouverture que j'aime poser à celles et ceux qui me font le plaisir de venir ici, c'est comment tu ressens l'époque ? D'abord, c'est assez émouvant de t'entendre. Tu me parles pas comme ça dans la vraie vie. Donc là, d'un seul coup, j'avais l'impression que j'avais la chance d'entendre ce que normalement on dira quand je serai plus là. Mais non, c'est très émouvant. Et pour répondre à ta question, j'ai combien de secondes? Parce que comment tu ressens l'époque? C'est-à-dire que toi, t'as envie qu'on fasse un monologue d'une demi-heure avec une question comme ça? Non, que tu mettes ce que tu ressens, ce qui apparaît le plus saillant pour toi dans l'époque au moment où on en parle, c'est-à-dire dans ce début. Alors, déjà, ça dépend de quel point de vue on se place. Et tu vas me dire, c'est ton point de vue, Fred. Ouais, mais il y a des moments où je suis connecté à la manière dont, on va dire, les gens voient l'époque à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Et puis d'autres fois où je me déconnecte totalement parce qu'effectivement, c'est extrêmement anxiogène. Et donc, dans les périodes où je suis pas connecté aux écrans, franchement, ça va bien. Franchement, ça va bien. À 53 ans, je me connais un petit peu. Je passe beaucoup de temps dans la nature. C'est là où je me sens vraiment vivant. Et j'ai la chance d'avoir un petit refuge où tu es venu souvent dans les Cévennes. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai la chance de ne voir que les gens qui me font du bien. Donc ça, c'est ma réalité quand je suis déconnecté des écrans. Maintenant, quand je me connecte aux écrans, là, effectivement, je suis un petit peu effrayé. Je suis un petit peu triste de la représentation du monde qu'on peut donner. Et après on verra qui le fait, est-ce qu'ils sont de bonne foi ou de mauvaise foi, est-ce qu'ils sont sincères ou pas sincères, c'est des vraies questions. Mais en tout cas, quand j'entends des amis me dire « Mon père il passe son temps sur une chaîne info », je vais pas dire de nom, mais il y a des chaînes info plus ou moins hystériques, des chaînes info qui rajoutent au malheur du monde, des chaînes info qui mettent de l'huile sur le feu. Et ça me rend triste parce que j'ai moi-même travaillé dans une chaîne info à la naissance de LCI, on appelle ça le French CNN, c'était la première chaîne info en France. Et quand on est jeune journaliste, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que j'ai arrêté assez vite parce que ça me rendrait triste, moi personnellement, en tant que reporter, d'aller voir que des gens en détresse. En plus, je retendais un micro, puis je repartais. Alors, ils n'étaient pas tout seuls. Il y avait des pompiers, il y avait des gens qui étaient là pour les soutenir, mais c'était très dur pour moi. J'avais déjà une sorte d'hyper-empathie assez maladive, dont je me suis un petit peu soigné. Et donc voilà, donc voir comment on fabrique l'information, je la connais, j'ai envie de dévoiler les coulisses sans accuser personne, mais j'ai envie que les gens connaissent ça, parce qu'aujourd'hui, on sait que la manière dont le monde est rapporté par les médias n'a pas de rapport avec les faits.
Voilà, tu m'as fait connaître quelqu'un qui s'appelle Hans Rosling, qui était médecin et statisticien, qui nous a quittés il y a 3 ans, et qui raconte dans ses livres, en fait, ce qu'on appelle la réalité. C'est compliqué parce qu'il y a autant de réalité que de personnes, mais en tout cas, les faits. Voilà, les gens pensent que ils peuvent mourir dans un attentat, le pourcentage de chances de mourir dans un attentat est très 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 faible. Et donc du coup, ça me rend triste, ou ça va encore plus loin quand on sait que la fiction, que ça soit sur les plateformes comme Netflix, où on voit des crimes et beaucoup de cadavres, et que ça soit sur France 3 pour un public plus âgé, c'est des crimes, ça donne l'illusion et la sensation que ce monde est dangereux, alors qu'au fond, ce monde n'a jamais été aussi sûr, et que même si on peut pas dire que le monde se porte bien, parce qu'il y a beaucoup de souffrance sur cette terre, et on n'a jamais été aussi conscient, et j'ai envie de dire à la bonne heure. En réalité, le monde ne s'est jamais aussi bien porté. Voilà, et les faits sont là pour le dire, et quand on dit ça, c'est presque une provocation aujourd'hui. Donc pour répondre à ta question, comment va le monde ? Ça dépend encore une fois par quelle fenêtre on le regarde, mais quand on le regarde par la fenêtre des masses médias ou même des réseaux sociaux, où j'ai appris que une fake news est 6 fois plus diffusée qu'une information vraie, alors du coup c'est assez anxiogène, et le sentiment et l'émotion la plus répandue dans ce monde, du coup c'est quoi ? C'est la peur, et ça me rend triste. Alors Fred, tu as parlé d'Hans Rosling, ce facétieux érudit, statisticien incroyable et suédois, qui, je me rappelle, dans une situation un peu cocasse face à un journaliste en direct, il a apostrophé le journaliste en disant « Mais pourquoi vous parlez précisément simplement de ce problème-là en Afrique, alors que dans l'année écoulée, il y a eu tellement de choses positives qui se sont avérées finalement ?» Et là, il prend, dans un moment un peu incroyable, sa chaussure, il la met sur la table et il dit « Si vous voulez faire un portrait de moi, et si vous concentrez seulement que sur la semelle, évidemment que le biais sera déformé. » C'est un extrait que tu m'as montré qui m'a beaucoup marqué. Effectivement, c'est assez incroyable. Parce que, en fait, quand cet homme est interrogé par un journaliste, on s'aperçoit que tout le monde est de bonne foi. C'est-à-dire que moi, il ne faut pas qu'on se méprenne sur mon propos. Et je ne suis pas du tout ni conspirationniste, ni complotiste en train de dire les médias nous manipulent pour nous faire peur, pour faire vendre, etc. Je ne suis pas du tout dans ce discours-là. Je pense que tout le monde est de bonne foi et dans cet extrait, on voit ça. Et quand Hans Rosling apostrophe ce journaliste, l'extrait qu'on voit sur Internet démarre par... on démarre par le journaliste qui dit « Oui, enfin, votre discours est bien gentil. » Discours que je venais de faire il y a 5 minutes. Il dit « Mais vous ne pouvez pas nier que le monde n'est fait que de meurtres, de crimes, etc. » Et l'autre, il lui sort « You are wrong !» Alors, il ne savait pas qu'on roulait les R en suédois. Mais en fait, j'ai compris que le journaliste était de bonne foi. Parce que de là où il est, et je vais vous raconter comment ça se passe quand on est dans une chaîne info, puisque j'y étais, en fait, il est de bonne foi et c'est sa vision du monde, c'est le prisme par lequel il le voit. Et là, effectivement, Hans Rosling fait une démonstration et lui dit, je crois que c'est le Liberia à un moment donné, il dit, vous avez parlé de cet attentat qui a fait un mort, un blessé, j'ai beaucoup de compassion pour ces familles qui ont été touchées. Mais pourquoi vous ne dites pas, et là il fait la liste de tout ce qui s'est passé. Et pourquoi vous ne dites pas que il y a eu des élections démocratiques comme jamais sur ce continent ? Pourquoi vous ne dites pas que la place des femmes est extraordinaire et l'éducation aussi, etc. Et donc, parce que c'est moins spectaculaire. Et on va parler de ça, parce que c'est ça le sujet, en fait, qui me rend fou. Et donc, il lui dit ça. Et alors, effectivement, quand il met pas sa chaussure, le gars, je sais pas quel âge il a à ce moment-là, mais il met sa jambe. Ouais. Et il pose son pied avec sa chaussure sur le bureau. Tout est hyper aseptisé, c'est une chaîne info, etc. Et donc c'est étrange. Il dit, en fait, si vous pensez, là il parle aux auditeurs, si vous pensez que ce que vous voyez dans les médias, c'est un portrait du monde, eh bien c'est comme si les médias faisaient un portrait de moi, sachez qu'ils ne filmeraient que mes semelles. Et c'est pas la partie plus reluisante de nous, nos semelles, ni du monde. Et donc, voilà, c'est plein de symboles, ça dit vraiment les choses. Et pourquoi c'est si important pour Hans Rosling, toute sa vie, de faire passer ce discours ? Pourquoi c'est si important pour moi aujourd'hui de dire ça ? C'est parce que quand on a une vision triste et pessimiste du monde, qu'on croit que tout fout le camp, alors c'est désolant et en fait on n'a pas envie de le changer, on ne sait pas par quoi commencer. Alors que quand on sait que quand l'humanité s'attaque à un problème, souvent elle le règle. Et je pense notamment au trou dans la couche d'ozone qui me faisait très peur il y a 30 ans, aujourd'hui il est résorbé. Donc tous les problèmes dont on parle aujourd'hui, c'est chouette qu'on en parle, et quand l'humanité avec le génie humain, qui est capable du meilleur comme du pire, on le sait, mais quand le génie humain s'intéresse à un problème, il le règle. Et aujourd'hui on est dans une société où la plupart des gens sont agacés par cette représentation du monde. Ils n'en connaissent pas d'autres, c'est ça qui est parfois triste, mais du coup... Je voudrais vraiment dire ça parce que le sens, parce qu'après on va se perdre dans les détails, mais le sens de ce propos, c'est que j'ai vraiment fait des émissions sur le bonheur et j'ai vu comment on étudiait l'altruisme dans une société. Et les chercheurs vont à la sortie d'un cinéma et font tomber un dossier. Et ils veulent voir si les gens aident à ramasser le dossier. Et alors qu'est-ce qu'on a découvert ? Quand les gens viennent de voir un film sur Gandhi, à ton avis, combien de personnes ramassent ? Beaucoup.
100%. Quand les gens viennent de voir Terminator, combien de personnes aident à ramasser les dossiers en sortant du cinéma ? 0. Donc les images qu'on regarde, les histoires qu'on nous raconte ont une influence sur notre comportement. Et que donc si on continue à raconter des histoires spectaculaires et anxiogènes, on verra encore une fois pourquoi ils le font, qui le fait. Et c'est la masse en fait, c'est l'ensemble, c'est l'addition de toutes ces histoires en fait qui nous donne cette vision-là. En fait ça nous donne cette sensation que tout fout le camp, on va se calfeutrer, on a peur des autres, etc. Et c'est tellement dommage. Parce qu'en fait, il y a une autre réalité, celle des chiffres, des statistiques, du data, et des data, et Karen en a parlé ici, effectivement, Karen Bastien. Et donc c'est très important finalement de se rappeler de la réalité et pas de rester sur ses impressions. Est-ce qu'il y a un rapport entre nos peurs et le vrai danger ? C'est ça le propos de Hans Rosling. Est-ce qu'il y a un rapport ? Non. Voilà, aujourd'hui, toutes nos peurs, elles reposent sur des trucs, mais complètement qui n'ont pas de rapport avec la réalité, encore une fois. Et ça, c'est quelque chose qui me rend dingue. Donc j'imagine que les chaînes info sont conscientes de ça. Donc qu'est-ce qui pousse ces chaînes info à quand même diffuser la semelle plutôt que l'ensemble de la réalité, ou en tout cas de la complexité plutôt ? Alors je pense pas que les chaînes info soient conscientes de ça. En fait, moi j'ai été invité par Maïtena Biraben sur RMC, qui est le même groupe que BFM TV, et on parlait de ce sujet-là. Et à un moment donné, elle me dit avec une bonne foi extraordinaire, et Maïtena, je crois qu'elle a un peu ma vision, même si elle n'osait pas le dire ce jour-là. Et en fait, elle dit oui, mais enfin quand même, les gens sont libres de regarder ce qu'ils veulent. Ah non, parce que c'est une addiction. Et moi, je vais vous raconter l'addiction de l'intérieur. C'est une addiction, l'information continue, etc. Du coup, tous les spécialistes en addictologie savent très bien que quand on est addict, on n'est pas libre du tout. Donc on n'est pas libre. Et donc comment ne pas tomber dans cette addiction, c'est un vrai sujet. Mais donc, est-ce qu'ils savent ça, je n'en suis pas sûr. Est-ce que tous les patrons des chaînes info ont lu Steven Pinker ? Est-ce que tous les patrons de chaînes info ont lu Hans Rosling ? Je ne suis pas sûr de ça. C'est pour ça que je suis optimiste, parce que quand ils l'auront lu, je pense qu'ils ne feront pas les choses de la même manière. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui ils en soient conscients. Mais il y a un tropisme du fait du média, du fait de l'immédiateté. Est-ce que même le jeu même des médias qui doivent en permanence nous mettre une forme d'alerte finalement, ne biaise pas le contenu ? En fait, ça démarre. Il y a plusieurs sujets, c'est multifactoriel. D'abord, qu'est-ce que c'est le journalisme ? Rappelez-vous des manchettes, vous savez, demandez. Enfin, les gens qui vendaient le journal dans la rue, d'accord ? C'est une industrie déjà à cette époque. Donc, pour vendre le journal, il faut faire des manchettes, il faut faire des titres, d'accord ? Accrocher des punchlines. Bon, donc on va accrocher avec quoi ? Avec des histoires terribles qui nous font peur, parce que parmi toutes les émotions universelles, la peur, c'est une émotion extrêmement puissante, d'accord ? Qui va attirer notre attention. Bon, ensuite, on va avoir des JT, le journal télévisé. C'était une fois tous les soirs, la grand-messe, Roger Giquel, La France a peur. Et on nous raconte des histoires, des choses qui se sont passées dans ce pays. Est-ce que c'est que ça qui s'est passé dans le pays ce jour-là ? La réponse est non. Mais il y a une sorte de truc un peu formel, on avait confiance en ces gens qui nous racontaient le monde, et d'un seul coup, on écoutait ces informations, les trucs terribles qui s'étaient passés dans le pays ou dans le monde pendant ces dernières 24 heures. Mais encore une fois, il y avait beaucoup d'autres choses qui s'étaient passées, mais qui sont moins spectaculaires et plus difficiles à raconter. Et puis ensuite, il y a eu les chaînes info qui sont arrivées dans les années 90. Alors là, c'est intéressant parce qu'au début, quand on crée les chaînes info, l'objectif, c'est quoi ? C'est juste de dire, vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour être informé. Vous pouvez être informé à 16h, à 17h. Mais même les mecs qui l'ont créé, ils n'avaient pas prévu que les gens les regardent toute la journée. Ils n'avaient pas prévu ça, ils pensaient que vous allez venir vous brancher, puis en 10 minutes vous êtes informé, vous repartez faire autre chose. Bizarrement non, il y a eu cette addiction, etc. Moi j'arrive à LCI, la chaîne info. D'abord, la première fois que je prends conscience de ça, c'est je suis stagiaire au Midi Libre dans le sud de la France. C'est entre les 2 années d'école de journalisme. Et je passe une semaine avec une troupe de théâtre qui mélange les professionnels et les amateurs du village. Et alors j'ai tellement aimé cette expérience que juste avant la représentation, j'écris un article dans le Midi Libre. Et le soir, il y a une file d'attente de dingue devant le théâtre. Et là, je vais voir moi j'ai 20 ans, et donc je vais voir la file d'attente et je demande aux gens pourquoi vous êtes là. Et j'entends, dans le journal, ils ont dit que c'était super. Et je n'osais pas leur dire, ils ont dit, non, c'est moi, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc d'un seul coup, parce que c'est écrit noir sur blanc, on donne un crédit incroyable à ce qui est dit. À ce moment-là, on croit que c'est contrôlé par... Mais non, mon rédacteur en chef, il avait juste vérifié que j'avais pas fait de faute d'orthographe. Puis il avait aimé mon enthousiasme et il a publié l'article. Il n'y a pas plus de contrôle que ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui va marquer mon esprit, c'est quand j'ai réussi... Moi, je suis un petit provincial complexé à l'époque. Je suis à l'école de journalisme et j'obtiens un petit stage d'observation pour le journal de 23h à l'époque de France 2. Voilà. Je vais pas dire qui était le journaliste qui présentait le journal parce qu'il a un rôle dans l'histoire, mais en fait, j'arrive dans cette rédaction, je
suis fasciné, c'est l'envers du décor pour moi. Je suis dans cette rédaction et là, il y a, comment on appelle ça, vous savez, les bureaux comme ça, open space et tout. Alors c'est assez sombre, il y a une petite lumière sur chaque bureau, devant des ordinateurs. C'est l'AFP, l'agence France Presse, qui défile des infos. Et puis personne ne me parle vraiment, je ne sais plus comment j'ai obtenu le stage. Moi je suis là, tout le monde m'ignore. Mais j'observe ce qui se passe et j'ai l'impression que tout le monde est déprimé. C'est très étrange, les gens sont là et tout le monde est déprimé, etc. Puis d'un coup je vais poser la question à quelqu'un. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Et j'entends cette phrase incroyable. Et le gars dit, il n'y a rien dans l'actu. Il n'y a rien dans l'actu. Moi, dans mon petit cerveau de mec de 20 ans, je me dis, breaking news. T'es en train de me dire qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de famine, il n'y a plus rien qui va pas. Mais il faut absolument faire le... Et alors, en fait, à un moment donné, il y a un petit bip dans les ordinateurs, partout dans la rédaction, un petit bip. Cling, cling. Ça s'appelle un urgent. D'accord ? Un urgent. Et là, qu'est-ce qu'on lit ? Je vous jure que ce que je vous raconte est vrai. Il y a marqué « Un avion s'est crashé quelque part dans le monde, j'ai oublié où ». Et je vois le présentateur derrière son bureau, qui avait les pieds sur la table, qui se redresse sur sa chaise, qui frotte ses mains, du style, c'est le langage du corps, c'est les affaires reprennent. Et d'un seul coup, je le revois 2 heures plus tard, avec le générique assez anxiogène, c'est toujours anxiogène. « Madame, monsieur, bonsoir, un terrible accident. » Qu'est un terrible accident ? J'ai vu qu'il était content. Voilà, je suis obligé de le dire comme ça parce que sinon on n'a rien à raconter, parce que l'obligation d'un journaliste qui présente les infos, c'est qu'il faut que je raconte des histoires. Et alors après, vous imaginez quand il va y avoir les chaînes infos et la concurrence entre les chaînes infos. Et là, c'est ça qui va être terrible. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont obligées d'annoncer avant les autres. Donc elles vont annoncer des choses, parfois, qui ne se sont pas passées. Et puis moi, j'ai ma petite phrase que tu as citée tout à l'heure, où quand je vais dans ces chaînes infos, je leur dis toujours avec un air un peu condescendant, dis-moi, tu penses que t'es acteur ou témoin de cette sinistrose ? Souvent, ils se posent la question pour la première fois. Et je pense qu'ils sont acteurs, bien sûr, de la sinistrose. Et enfin, pourquoi ils sont acteurs ? Quand il va y avoir l'hypercachère, vous vous rappelez ces attentats, Charlie Hebdo, et il y a des preneurs d'otages qui sont avec des gens dans un hypermarché. Et là, les preneurs d'otages regardent la télévision et voient un gars d'une chaîne info leur donner l'information qu'il y a des gens cachés dans une chambre froide. Donc, à la question, est-ce qu'ils sont acteurs ? Oui, ils sont acteurs. Est-ce qu'il se pose la question, le gars, parce qu'on peut les prendre tous individuellement, est-ce qu'il se pose la question de est-ce que j'en rajoute au malheur du monde ? Est-ce que j'ai une responsabilité ? Non, parce que un jour, c'est Franz-Olivier Gisbert qui m'a dit, quand on fait de l'actu, on a la cervelle collée au mur. L'actu, c'est quoi ? C'est des informations qui débarquent, il faut faire un tri, et on n'a aucun recul, il n'y a aucune réflexion. On est juste en train de remplir, et on ne se pose pas beaucoup de questions. Et puis, parmi eux, il y en a certains qui pensent que le monde va mal et compagnie, donc finalement c'est ça la version du monde. Mais donc, ils font pas ça de manière cynique, ils font ça de manière sincère. Et où qu'il soit, un rédacteur en chef, son obsession, c'est qu'il faut trouver des trucs à raconter. Vous savez, quand ils ont créé CNN aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont embauché des scénaristes d'Hollywood. Parce que dans ces milliers d'informations qui arrivent partout dans le monde, puisque le monde est quadrillé depuis très longtemps, et d'un seul coup, c'est quoi l'histoire qui va tenir en haleine ? Alors il y a des ingrédients qu'on connaît au cinéma, c'est-à-dire que c'est les riches, le sexe, les machins. Donc moi j'ai vu dans des aéroports des breaking news parce qu'il y avait la femme d'un milliardaire, des trucs. Mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Mais d'un seul coup, c'est musique. Et puis pour terminer, là aussi, les génériques des infos. TF1 a changé son générique d'infos, mais pendant longtemps, écoutez bien sur Internet, vous avez Laurent Ruquier qui avait interviewé quelqu'un à la radio. D'accord, vous mettez juste les mots-clés, vous mettez JT Dents de la mer. Il y a un musicologue qui nous a montré que le JT de TF1 pendant très longtemps était inspiré, la musique du JT, par les dents de la mer. Est-ce qu'on veut nous informer ou nous faire peur ? La question mérite d'être posée. Voilà, donc j'ai voulu dire tout ça, non pas pour dénoncer, pour dire, est-ce que ceux qui sont à l'intérieur se rendent compte de l'impact qu'ils ont dans le moral des gens ? Est-ce qu'ils ont conscience de ça ? Et dernière chose, pourquoi je parle de ça, c'est pour donner des informations. Le paradoxe de tout ça, c'est que mon meilleur ami, c'est David Pujadas, qui présente les infos sur LCI 2 heures par jour. Alors il ne présente pas les infos, lui, il fait du débat. Et je l'aime parce qu'il a toujours essayé de décrypter le monde. Il s'est toujours battu pour pas qu'on parle des faits divers tout le temps, même si ça nous fascine, un fait divers. Enfin, c'est pas représentatif de la réalité. Et donc, du coup, il a voulu expliquer les grands enjeux de ce monde, dans quel monde on est. Et il a la même vision que moi. Et dans un de ses premiers livres, il raconte cette scène pour raconter les coulisses des JT. Il y a une information, vous savez, c'est une conférence de rédaction avant le journal, c'est tous les services qui sont réunis et qui disent, en économie, c'est ça qui s'est passé. Et là, il y a quelqu'un qui sort une information, vous allez voir, qui est plutôt une bonne nouvelle. Les experts se sont trompés en termes de démographie, je ne sais plus ce que c'est. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils sont un peu abasourdis par les bonnes nouvelles, d'accord ? Et regardez bien, c'est lui qui le raconte. D'un coup, chaque service va commencer à transformer la bonne nouvelle en mauvaise nouvelle. Donc il y en a un qui dit, ah ouais, non mais alors du coup, il y aura des problèmes au niveau des crèches. Ah ouais, mais du coup, il y aura des problèmes. Et donc en fait,
c'est ça la maladie mentale, si j'ose dire, de tous ces gens qui fabriquent de l'information, c'est que ils ont l'impression que si c'est une bonne nouvelle, ça n'intéresse personne. Parce qu'on a été formés, nous dans les écoles de journalisme, on nous a dit on ne parle pas, nous ne sommes pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Voilà. Il y a une autre croyance, c'est les gens heureux n'ont pas d'histoire, etc. Et à cause de toutes ces croyances, alors on va chercher des trucs, c'est du storytelling, on raconte des histoires. C'est quoi les histoires qui vont nous captiver ? Voilà. Ça, c'est la manière dont les journalistes sont formés. Et puis après, c'est pourquoi nous, public, on est accro à ça, parce qu'il y a une offre et une demande. Et bien là, les neurologues sont assez clairs. Ils disent qu'une une émotion positive dans notre cerveau, c'est comme du téflon, d'accord, ça glisse. Et une information négative, c'est comme du velcro, ça s'arrête. Donc à partir de là, ces chaînes info, elles appartiennent à des gens qui mettent beaucoup d'argent. Il faut donc amortir ou même gagner de l'argent. Et donc voilà, c'est pour ça que vous voyez des publicités dans la rue, il y a marqué « le show de l'info ». Qu'est le show de l'info ? On fait le spectacle avec ces histoires-là. Et donc, si on sait que c'est du spectacle et qu'on a du recul, super. Mais si on pense que c'est la réalité, alors c'est dommage. Merci Fred pour avoir décrypté aussi limpidement plusieurs choses. La première, c'est de nous rappeler que l'information, c'est une industrie et donc une économie. Donc on a besoin d'avoir des gens qui viennent à nous. La deuxième, c'est que on n'a pas assez de recul dans les médias, parce que l'immédiateté, parce que plein de raisons, mais en tout cas, le recul, le temps, du temps, est une question qu'on traite beaucoup ici. Autre chose, c'est qu'il y a une addiction, c'est qu'on n'est pas nécessairement conscient qu'on est en train d'avoir des comportements. Et ça, on l'avait vu avec Karen, avec Social Dilemma, notamment, où peut-être même des marketeurs, des designers nous mettent des biais cognitifs sans qu'on en ait conscience. Et la quatrième chose que je retiens, c'est la sincérité. Et ça me donne beaucoup d'espoir, puisque pour le coup, avec un peu d'éclairage, peut-être que cette sincérité pourrait être au service d'autre chose. Donc ma question, c'est comment ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de participer, cette aventure de métamorphose du monde, soit spectaculaire. Alors, moi, je pense qu'on est à deux doigts. Alors, si je dévoile, c'est très compliqué pour moi de raconter les coulisses de mon métier parce que je veux accuser personne, mais c'est vrai qu'il y a un petit moment déjà, il y a pas mal d'années, que je rêve de faire d'abord un magazine. Mais la question, c'est le genre. Est-ce que c'est un magazine ? Est-ce que c'est un documentaire ? Est-ce que c'est... Bon, je cherche le genre. Mais en fait, voilà, de faire une émission à la télévision, on va dire une ou plein, sur les solutions. Voilà, ce fameux journalisme d'impact. Et donc c'est compliqué à mettre en place parce qu'il y a ces fameuses croyances de les journaux des bonnes nouvelles n'intéressent personne. Ce qui est vrai, hein, il y a eu des expériences de journaux des bonnes nouvelles qui n'intéressaient personne. Pourquoi ? Parce que la représentation du monde que les gens avaient, c'était ce monde fait de malheur, de souffrance et de drame et de danger, et que donc on avait l'impression que c'était des petites bonnes nouvelles pour se donner du baume au cœur. Et personne ne comprend que c'est... Non, c'est la réalité en fait. Donc moi je suis très optimiste, pourquoi ? Parce que aujourd'hui on est très fort en storytelling, d'accord ? Donc comment on raconte une histoire ? Donc les changemakers, les acteurs du changement sont des gens qui ont eu des idées et qu'on a pris pour des fous. Alors ça, je peux vous dire, ça crée de l'empathie, quelqu'un qu'on a pris pour un fou. Ils ont été face à des obstacles. Dans le scénario, on appelle ça les forces antagonistes. En gros, personne ne les a crus. On leur a dit, mais t'es un dingo. Donc c'est des histoires magnifiques. La question, c'est où les raconter, à qui les raconter, quand les raconter. Est-ce que la télévision publique va enfin se décider à le faire ? J'en rêve, à la seconde où on se parle, c'est pas tranché, parce qu'on vous explique qu'il n'y a pas assez de sous à tel endroit, il n'y a pas assez de sous au magazine. Enfin, voilà, c'est des choses qui nous échappent un peu, qui n'ont pas de rapport avec le sujet. Et c'est vrai que c'est très important pour moi et c'est moins important pour eux. Bon, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que regardez comment ça se passe en termes de storytelling. Est-ce que vous vous rappelez d'une émission qui s'appelait Nouvelle Star ? Nouvelle Star, on voyait des files d'attente de centaines de gens qui voulaient postuler pour devenir une star. Voilà. Comment rendre attachant un inconnu ? C'était simple, ils avaient décidé de manière pas arbitraire, hein, on l'avait choisi pour ça, de faire un portrait d'une personne en 1 minute. Mais je vous jure qu'à la fin de la minute, vous aviez envie que cette personne soit choisie. Pourquoi ? Parce qu'on lui dit quel est l'objet du désir, quelles sont les forces antagonistes. D'accord ? L'objet du désir, ma famille est boulangère, tout le monde se fout de moi quand je dis que je veux être chanteur, etc. Donc là, vous avez de l'empathie, vous savez quel est son but, et d'un seul coup, vous connaissez les obstacles et vous avez envie, comme dans The Voice, que les gens se retournent. Donc on sait rendre attachant quelqu'un qui a envie d'être chanteur. Donc on peut très bien rendre attachant quelqu'un qui a une idée qui est en train de changer le monde, évidemment. Donc encore une fois, moi je suis dans mon coin, là je sais pas encore avec qui je vais faire ça, je sais pas où, mais ça va venir. Et il y aura pas que moi, et il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se pencher là-dessus, et je pense que effectivement les médias traditionnels vont se demander pourquoi ils sont de plus en plus abandonnés au bout d'un moment, quand ils seront quand ils se rendront compte qu'il y a une manière de raconter ça. Donc je pense qu'on est à deux doigts.
Alors, ce sera la télévision parce que elle est encore là, mais ce sera aussi sur le web. Ce sera peut-être même avec des youtubeurs, ce sera peut-être même à l'invitation de tout un chacun de participer à ce mouvement. Ce sera peut-être aussi un bon moyen pour donner des armes de construction massive, de dire voilà le problème, voilà la solution, vous pouvez en être acteur. Et puis donnez-nous votre retour parce que votre expérience, ça aidera d'autres que vous. Bien sûr, tu sais que, en fait, ce qui se passe, c'est que si on ne parle que des solutions, les gens pensent qu'on ne leur parle pas du monde qu'ils connaissent. Donc il faut partir des problèmes. D'accord, là je suis en train de donner toutes les clés, mais c'est vrai que ma conviction c'est qu'il faut parler du problème et d'un coup dire ah oui donc il y a des ah bon il y a des solutions. Déjà c'est une vraie réponse. Bah oui il y a quelqu'un qui a une idée etc. Donc je crois sincèrement qu'il y a une manière de raconter ça. La question c'est où? Est-ce que c'est à la télévision? Est-ce que sur Internet? La bonne nouvelle, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait mon coming out quand j'avais dit que j'étais un conspirateur positif, c'est que un jour le journal Le Parisien a titré 78% des jeunes de moins de 26 ans sont optimistes. Et dans un pays qui est un des plus pessimistes du monde, c'est formidable. Et en plus, j'aime la formulation. C'est pas ces jeunes, vous savez, avec une petite condescendance. Non, c'est des habitants de ce pays qui ont moins de 26 ans sont optimistes. Et c'est vrai que j'ai eu un flash ce jour-là. Je me suis dit, tout le temps qui va me rester sur cette terre, je vais passer du temps non pas pour leur donner des raisons d'être optimistes, pour leur montrer qu'ils ont raison d'être optimistes. Et c'est pour ça que je suis assez optimiste. Il y a une demande de ce côté-là. Et vous savez, la méditation, par exemple, qui est un peu l'antidote au monde hyper connecté dans lequel on est aujourd'hui. On est très sollicité. On l'a dit, les jingles, le design, machin. Donc en fait, on est très très sollicité. Mais en fait, et ça commence à rentrer à l'école. Vous savez que La Rochelle est la première ville d'Europe où toutes les écoles pratiquent la méditation pour les enfants. Quand on est élevé dès l'enfance, à observer comment on se sent. Vous imaginez bien qu'à la fin d'un JT, quand les gens vont dire « Comment je me sens là ? Ouf, un peu déprimé. » Ils vont arrêter de regarder. Et l'industrie va se poser la question, tiens, qu'est-ce qu'on va raconter aux gens pour qu'ils soient captivés ? Des histoires qui donnent envie de s'engager. Parce que c'est ça le sujet. C'est en fait, quelle représentation du monde j'ai ? Et si je sais qu'il y a des gens sur cette terre qui s'engagent, mais j'ai envie d'en faire partie. Et Michel Serres, avant de nous quitter, a fait un leg, on va dire. Et je recommande cette interview accordée à Sandra Freeman sur Internet. Et regardez Michel Serres, Sandra Freeman. Et il dit 2-3 choses importantes. Et il dit, il va falloir recréer des sentiments d'appartenance. Et donc, moi, j'appartiens à quoi ? C'est très compliqué. Partout où je vais au bout du monde, vous savez, les gens me disent, moi, je suis Raika, moi, je suis Maasai. Ils ont un sentiment d'appartenance qui leur donne cette... Parce qu'on dit, mais ils sont plus heureux que nous. Non, ils ont en tout cas beaucoup plus de joie que nous. Parce qu'ils ont une tranquillité d'esprit, parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur les autres. Dans nos sociétés occidentales où c'était un peu individualiste, on a créé un ministre... Enfin, il y a eu une nomination d'un ministre de la solitude en Angleterre il y a quelques années. Dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois. Alors que moi, j'ai vu des gens dans le désert qui disent, je ne me sens jamais seul. Qu'est-ce que c'est que ce beans ? Donc je crois qu'il faut créer un sentiment d'appartenance. Et je dis pas que le monde est divisé en deux, mais il y a ceux qui ont peur, qui passent leur temps à être un peu hystéro et vous expliquer que le monde va mal. Oulala, ok, super, tu fais quoi ? Et puis il y a ceux qui agissent. Il y a ceux qui font, et ça, non seulement ça rend optimiste, mais on sait aujourd'hui que l'altruisme rend heureux. Les études l'ont montré. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant. Quand vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre, d'un coup, déjà vous-même, vous êtes heureux. Et puis, vous avez le sourire. Et puis, quand vous souriez, ça rend heureux 5 personnes par ricochet. Donc, on n'est pas loin de ça. On est super pas loin de ça. Alors, ce que j'aime chez toi, Fred, et on le partage, c'est cette conviction que tu as dans l'empouvoirment que peut avoir un individu. Ça, c'est incroyable. C'est un super pouvoir du sapiens. Et justement, parce que quand on est dans ce magma d'informations un peu triste, on n'est pas conscient de ça. Moi, je me suis un peu coupé des informations traditionnelles et je me connecte justement à ces trucs qui me donnent de la force et de l'espoir. Et j'aime bien raconter cette histoire. Il y a un couple qui est parti il y a 20 ans au Cambodge. Et c'était un couple de sexagénaires, ils sont allés avec leurs enfants et puis ils se sont retrouvés en enfer. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés, donc c'était pire que ce que nous on vit, on est d'accord ? Ils arrivent au Cambodge et ils se retrouvent à Phnom Penh, dans la capitale, devant la grande décharge avec des enfants. Donc vous imaginez n'importe quel être humain qui voit ça, qui croise le regard d'un enfant qui est donc en train d'être dans la puanteur et de ramasser des choses dans cette décharge. Ils ont fait comme tout le monde, ce ne sont pas des super-héros, ils se sont mis à crier et à pleurer et ils étaient désespérés. Et puis, contrairement à beaucoup d'entre nous, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait, ils sont pas rentrés chez eux. Ils ont décidé de rester là-bas. Leurs enfants qui étaient grands sont rentrés. Ils sont restés. Mais qu'est-ce que ce petit couple pouvait faire devant ce truc terrible que le monde entier connaissait, hein ? En fait, ils ont posé une seule question. Imaginez la question magique. Si chacun d'entre nous la posait autour de lui, ce serait incroyable. Ils ont été voir ces enfants et ils leur ont dit « Quel est votre besoin ?» Et les enfants ont dit « Manger ».
Ok. Alors donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été avec leur argent acheter du riz avec des seaux, ils sont arrivés pour leur donner à manger. Puis une fois qu'ils avaient mangé, ils leur ont dit mais quel est votre besoin? Là toujours la même question, quel est votre besoin? Ils ont dit se laver. Alors ils ont amené des tuyaux pour qu'ils se lavent, etc. Ok. Quel est votre besoin? Si on pouvait se changer, parce que leurs vêtements étaient sales et déchirés. Alors du coup, ils ont fait une petite tournée avec leur camping-car en France, comme ça, et ils ont expliqué l'histoire aux gens. Et puis ils ont été aidés, ils ont pu acheter des vêtements à ces enfants. Et puis ils ont dit, mais quel est votre besoin maintenant? Et les enfants ont dit, être éduqués. Alors là, ils ont commencé à recruter des professeurs dans un petit baraquement, etc. Bon, aujourd'hui, 20 ans plus tard, l'association s'appelle Pour un sourire d'enfant. Et donc, ils ont sauvé plus de 10 000 gamins. Et comme c'était filmé à l'époque, c'est Christian et Marie-France qui ont fait ça. Comme ils ont été filmés à l'époque, on voit dans un documentaire qui s'appelle Les Pépites. Je vous invite à regarder ça parce que ça donne la pêche. Et donc, dans Les Pépites, vous voyez quoi? Vous voyez des gamins de 8 ans qui sortent des décharges et ils sont tristes. Et vous les revoyez quelques années plus tard, managers dans un hôtel de luxe, etc. Donc, ces deux êtres humains-là ont réussi à changer. Entre-temps, la décharge a été fermée, etc. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire, oui, tous les problèmes qu'on vit dans notre pays sont insurmontables. Oui, mais non, parce que eux, quand ils vont au Cambodge, c'est un pays qui a connu un génocide terrible. Alors, un génocide, c'est toujours terrible. Alors, quand on s'intéresse au génocide de Pol Pot, c'est incompréhensible, cette histoire. Et donc, il y a des millions de morts. Et les survivants sont des polytraumatisés qui n'étaient pas faits pour devenir parents. Et donc, c'est pour ça que cette enfance-là était à l'abandon. Et ils sont allés au cœur de l'enfer. Et ils ont fait quoi? Juste, quel est votre besoin? Et petit à petit, et moi je trouve que petit à petit ils ont changé les choses. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une émission sur internet avec eux, etc. Il y avait Marie-France qui était en direct et puis elle était très émue. Et je lui demandais pourquoi elle pleurait. Elle dit, je pleure parce que je pense à tous les gens qui nous ont aidés. En fait, elle était bouleversée par ceux qui l'avaient aidée. Nous, on était impressionnés par elle et par son mari qui nous a quittés le jour de la sortie du film d'ailleurs. Et elle était impressionnée par tous ceux qui l'avaient aidée. Et en fait, c'est donnant-donnant, c'est retour à l'envoyeur. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un truc qui me fascine, qui existe, dont on ne parle pas sur les chaînes d'infos ni aux 20h. Mais ça, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quelle information qu'on va pouvoir nous donner. Je ne sais pas de quoi on va nous parler ce soir au journal de 20h, regardez bien. Mais ça, c'est quand même très très important. Et dernière chose, moi souvent je fais des comptabilités, je dis ok, je vais observer combien de fois on dit le mot inquiétude dans le JT. Dans un JT normal, dans les lancements, j'ai compté entre 7 et 8 fois le mot inquiétude. D'accord? Inquiétude du côté des inquiétude du côté des restaurateurs, inquiétude du côté, vous imaginez la contagion émotionnelle. Et après le mot vous le retrouvez dans les sujets bien sûr. Donc c'est quel est ce récit qu'on fait du monde? C'est une sorte de récit où c'est de la détresse, de la victimisation, etc. Et encore une fois, dire qu'il y a de la souffrance, oui, mais qu'il y a des gens qui cherchent des solutions, pourquoi on n'en parle pas? Voilà, c'est ça mon sujet. C'est ton sujet, c'est ton combat, et tu le portes de manière spectaculaire pour le coup, parce que l'histoire que tu viens nous raconter, je trouve qu'il y a de l'épopée dans cette aventure qui commence par la prise en main d'une problématique par des gens qui veulent plus voir ça. Et donc, merci pour ça. Est-ce qu'il y aurait un nom de code à cette aventure, à cette émission, à ce magazine? Alors moi, il y a un titre que j'adore et tu vas comprendre, enfin ceux qui nous écoutent vont comprendre pourquoi c'est rigolo qu'on en parle. Au pire, ça marche. C'est une de tes formules à toi. T'en as fait même un titre de conférence. T'as accepté de me le céder pour que je puisse être libre de faire quelque chose avec. Pour l'instant, j'en fais rien parce que j'attends le bon moment, le bon endroit, etc. Mais au pire, ça marche. Ce serait le nom d'une émission sur les solutions. Et pourquoi je trouve ça merveilleux? Parce que comme on est dans un pays un peu triste, un peu dépressif, franchement, même un dépressif, il va comprendre qu'on lui dit les mecs, on essaye, quoi. Au pire, ça marche. Donc j'aime cette formule, j'aime ce titre. Il est déposé, donc ceux qui nous écoutent, faut pas essayer de le piquer, sinon je vous crève les pneus. De toute façon, tout est réglé. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, c'est quelque chose, c'est une bannière, je trouve. Et d'un coup, c'est une manière d'être au monde. C'est se dire, attendez, on essaye. Il y a cette phrase merveilleuse que tu m'as, là aussi, c'est toi qui m'as inspiré. C'est ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. C'est ma philosophie de vie. Non, Fred, quand on a pris conscience de notre addiction, quand on a pris conscience de la problématique du recul et du temps, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, donc moi j'invite tous ceux qui nous écoutent à lire Hans Rosling, donc Factfulness, le titre est en anglais, c'est sur les faits, mais encore une fois le livre est en français. On peut lire aussi l'historien Rutger Bregman,
qui a écrit Humanité, une histoire optimiste, où d'un seul coup, en fait, c'est la déconstruction de l'image qu'on a de l'histoire, en fait, où on nous parle des guerres ou de l'entre-deux-guerres, mais en fait, il s'est passé d'autres trucs incroyables. Et il nous raconte notamment, est-ce que l'homme est bon? C'est la question qu'il pose. On a tous la sensation du contraire. En fait, il nous prouve que il faudrait peut-être se poser la question. Et j'adore cet exemple où il raconte que pendant la guerre de sécession, il y a eu une bataille terrible. On a mis des armes dans la main de ces jeunes qui allaient se battre contre des ennemis qu'on leur avait désignés. On a découvert après la bataille terrible que 90% des fusils n'avaient pas servi. Et donc, évidemment, depuis, on a entraîné des hommes à tuer. Ça s'appelle une armée. Mais au fond, de quoi est fait le sapiens? Alors, il est capable du meilleur comme du pire. Le pire, c'est quand il a peur. Et je pense qu'il faut lutter contre la peur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire nous au quotidien? C'est lire ça pour être conscient que ce qu'on voit dans les médias, c'est une vision du monde. C'est les semelles du monde, comme dit Hans Rowling. Donc, quand on est conscient, on a cette distance. Ensuite, de temps en temps, être capable de se déconnecter, se dire, tiens, et qu'est-ce qui se passe quand je me coupe des informations? Les gens vont vous dire, ah non, mais vraiment, tu t'intéresses pas à ce qui se passe dans le monde. Bon, vous leur filer les bouquins, mais c'est pas ce qui se passe dans le monde, c'est pas être égoïste, c'est au contraire passer plus de temps à s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Parce que le monde, c'est quoi? Moi, pardon, mais je suis comme tout le monde, je suis fasciné par toutes les turpitudes de Donald Trump, mais il fait pas partie de ma vie, ce gars. Il est fascinant parce qu'il est extrême tout, d'accord? Je vais pas dire de choses qui n'ont pas... Tout a été dit sur lui, mais je veux dire, au fond, il fait pas partie de ma vie. Par contre, les gens autour de moi, mes voisins de palier, est-ce qu'ils font partie de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? Donc la vérité, c'est ça, c'est se déconnecter de ces écrans, de cette vision du monde qui n'a pas de rapport avec les faits. J'ose pas dire la réalité, mais en tout cas avec les faits, et s'intéresser à ce qui se passe autour de nous et voir écouter ses propres besoins. C'est quoi mon besoin? C'est d'aller voir des amis. Mon besoin, c'est de faire de la randonnée. Mon besoin, c'est d'écrire. Mon besoin, c'est de lire. Et parce que sinon, on est, comment on appelle, très 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 sollicité par toutes ces choses-là, et on a l'impression qu'on va rater quelque chose. Et vous savez qu'il y a un acronyme que j'ai découvert il y a pas longtemps, FOMO, Fear of Missing Out. Donc c'est la peur de manquer quelque chose. Et tous ces industriels connaissent ça par cœur. Ça fait partie de notre cerveau. Et vous ne ratez rien en coupant les infos. Vous ne ratez rien en vous connectant à vous-même. Vous ne ratez absolument rien. Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps. Et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par « c'est fait » et voilà ce que ça a changé. 2040, entre Gare et Lozère. Qu'elle rayonne cette vallée qui nous fait face, recouverte de cette forêt à perte de vue. Le panorama est ici d'année en année de plus en plus beau. Arbres et animaux y ont repris leurs droits, comme le lynx, nouveau symbole de ces collines bleues, de ces Cévennes que nous aimons tant tous les deux. Je suis content de te retrouver, Fred. En arrivant ce matin, je me rappelais nos échanges d'il y a 20 ans, en 2020. Tu étais alors en train de lancer sur orbite l'émission Au pire, ça marche, un magazine de construction massive qui relayait toutes les initiatives et meilleures pratiques de toutes celles et ceux qui œuvraient partout sur Terre pour bâtir un monde plus souhaitable. Mettant en évidence combien nombreux étaient celles et ceux qui étaient en mouvement, inventant, créant de nouvelles alliances pour des résistances pleines de vie. Elle montrait cette émission aussi que ces actions étaient là à portée de toutes et tous, chacun à son échelle. Sa prolongation digitale a largement participé au déploiement de ce qui est devenu un cri d'optimisme offensif autant qu'une vaste communauté de valeurs. Nous étions tous plus conscients que jamais des interdépendances de ce monde. Tout cela a fait des petits, très vite d'ailleurs, dans chaque immeuble, dans chaque quartier, dans chaque village. Tu te rappelles lorsque tu passais ton temps à aller au bout du monde au début du siècle? Tu revenais à chaque fois étonné par tous ces gens qui, n'ayant rien, avaient pourtant l'air si joyeux, témoignant d'une tranquillité d'esprit à toute épreuve, où la solidarité n'était pas un concept, mais une évidence. Et bien voilà, nous aussi, nous commençons à toucher à cela. En parallèle, à partir de 2024, la formation des journalistes a fait l'objet d'une grande refonte. Influencée par un mouvement venu de Suède, et particulièrement de l'Institut Hans Rowling, l'enseignement a mis l'accent sur la parité émotionnelle. Un équilibre plus subtil entre parler de l'information qui aide à comprendre les problèmes et celle qui aide à comprendre comment les résoudre. Les médias, conscients qu'ils n'étaient pas seulement témoins de la vision de ce monde qu'ils nous transmettaient, mais aussi des acteurs, se sont mis à diffuser d'autres messages. Confrontés à la disruption de leurs modèles économiques, ils ont décidé de transmuter pour survivre, ou plutôt pour revivre. En effet, comme d'autres secteurs forcés par l'introspection,
ils en ont profité pour renaître, pour redonner du sens à leur travail, pour renforcer leurs valeurs, pour impliquer et écouter davantage leurs audiences et leur proposer de s'impliquer différemment. Dans le même temps, l'idée de Karen Bastien sur la formation aux data a pris sa place dans les programmes. Sortir de la dictature des chiffres isolés sans contexte. Apprendre à les relier pour en dégager des éléments de compréhension élargis. Les citoyens ont ainsi mieux capté la réalité des questions et la diversité des réponses possibles. Ils se sont mis à imaginer des solutions locales aux problèmes globaux. Dans les années 2026, il y eut comme une bascule, où l'idée de prendre soin les uns des autres est devenue une évidence dans les entreprises en général et dans les médias en particulier. On connaissait depuis bien longtemps combien l'altruisme et la gratitude ouvraient la voie au bonheur, mais là, nous le vivions, nous l'expérimentions. Et c'est comme cela que le mouvement s'est déployé à grande échelle. Cet empouvoirment était contagieux, et de petites victoires en plus grandes batailles, l'idée que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin, a fait florès. Des actions de boycott qui faisaient converger le choix des consommateurs vers des causes plus justes se sont étendues. Par des actions de terrain, par des choix individuels et collectifs, coordonnés et relayés par les médias, nous avons obligé les industriels et les États à devenir plus responsables, exigeant ainsi plus de justice sociale et environnementale. Il n'était plus question que certains d'entre nous restent sur le bord de la route. C'est en 2029 que la bascule est devenue inévitable. La crise de confiance à l'égard de nos représentants politiques comme des industriels était en effet devenue telle que le principe d'élection sans candidat s'est imposé. Chacun s'est mis à désigner celles et ceux en qui ils avaient confiance pour une tâche précise et pour une durée identifiée. Et nous nous sommes ainsi mis à valoriser les profils de celles et ceux qui étaient engagés dans l'action, rendant obsolète l'attitude de celles et ceux qui ne pensaient qu'à accumuler titres, pouvoir et honneur. En 2032, la vice-premier ministre du temps long a pris une décision remarquable concernant l'école, inscrire au programme la méditation. Y apprendre ainsi à se connecter à son ressenti, sans jugement, et le faire en permanence pour aligner ses choix de vie avec ses besoins. Les enfants le firent d'abord à l'école, puis très vite à la maison bien sûr, pollinisant ces pratiques d'analyse de leurs sensations et de leurs besoins. Ainsi reconnectés à nos émotions, conscients de notre vulnérabilité, de notre fragilité, nous sommes devenus plus attentifs à la manière dont on nous parlait. Les incessantes sollicitations du monde marchand, des chaînes d'infos comme des empires digitaux, ont alors perdu de leur attrait. Chacun ayant retrouvé sa pleine liberté pour choisir entre le monde virtuel et le monde réel, ce qui pour lui était de l'ordre de l'essentiel. Mais tu as vu l'heure ? Il faut qu'on file. Les enfants vont nous attendre. J'ai trop hâte de ce déjeuner à la cantine intergénérationnelle. Tu m'as tellement raconté ces bouquets d'échanges, de rires et de connivences entre enfants et seniors du village, auxquels tu participes dès que tu le peux. Une évolution, plus qu'une révolution, qui, comme tant d'autres, était perçue à ses débuts comme ridicule, puis assez vite comme dangereuse, tant elle transformait en profondeur, et qui est reconnue désormais comme une évidence. Franchement, bravo, c'est brillant, et puis ça donne de l'espoir, et ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à l'équipe technique, à Carole Babin-Chevet, ma co-autrice des Uchronies, et à l'équipe de CQFD.io. Si vous voulez en savoir plus sur le monde de demain et les initiatives à l'œuvre ici et maintenant, rendez-vous sur le site des éclaireurs de Canal+. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et si vous voulez partager ce moment avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.